19h sur Al-Oula, bienvenue dans ce journal. Au sommaire ce soir. Vague d'indignation suite aux positions clairement hostiles de la présidence tunisienne à l'égard du Maroc. L'acte sème une brouille sans précédent entre les deux pays et recueille un désaveu général. Jawad Kerdoudi, président de l'Institut marocain des relations internationales et notre invité depuis Casablanca, y livrera son analyse dans cette édition. Marhaba phase retour. L'opération bat son plein dans les plateformes portuaires et aéroportuaires du Royaume. C'est le pic d'affluence. Les points de transit mettent les bouchées doubles pour assurer un retour fluide aux 3 millions de nos concitoyens. Exemple à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. Puis nous ferons escale à Tanger pour partir à la découverte d'une adresse artistique des plus authentiques de la Médina. Le musée d'Art Niaba fait peau neuve. L'édifice vient d'être restauré, un haut lieu de création et d'apprentissage. À découvrir en fin de journal. Bonsoir. Les réactions de condamnation s'enchaînent depuis la réception officielle à Tunis du chef des séparatistes du Polisario à la TICAD 8. La démarche grave et inédite du président tunisien est partout dénoncée. Les réactions sont unanimes. Toutes pointent un acte hostile et irresponsable du régime tunisien. Des hostilités qui ne datent du reste pas d'aujourd'hui. Iman Abou. Une démarche irresponsable, doublée d'une tempête diplomatique entre Rabat et Tunis. Le président tunisien s'est écarté de la lignée de ses prédécesseurs. Sa décision d'inviter le chef des séparatistes du Polisario en terre tunisienne, connu traditionnellement pour sa neutralité positive, est un coup sans précédent porté aux chartes diplomatiques entre deux pays liés par l'histoire et par une communauté de destin. De tout temps, la Tunisie est historiquement connue pour sa neutralité, pour ses médiations. Elle était censée jouer un rôle clé dans la construction maghrébine plutôt que de creuser des écarts. La position de Kais Saïd porte un coup dur à la cohésion de cet espace régional et au partenariat souhaité dans ce sens. La Tunisie a opté pour une autre voie, celle des hostilités et des positions qui vont à l'encontre des intérêts marocains. Par l'invitation et l'accueil à Tunis du chef des milices séparatistes du Polisario, la Tunisie a commis une erreur diplomatique gravissime. À aucun moment de son histoire, la Tunisie n'a reconnu cette entité. Elle n'a jamais eu de lien diplomatique avec elle. Depuis le déclenchement de ce différend autour du Sahara marocain dans les années 70, la Tunisie a maintenu une position de neutralité positive avec un appui clair aux efforts des Nations Unies pour une solution pacifique à ce différend. Une escalade dangereuse qui met à mal le caractère fraternel de la longue relation entre les deux pays. Un constat observé avec stupéfaction ces dernières années par le Maroc, qui s'est toujours rangé du côté de ce pays maghrébin. Par cette prise de position inédite, la Tunisie porte atteinte à l'intégrité territoriale du royaume et aux liens forts et séculaires unissant les deux peuples marocains et tunisiens. Ces dernières années, la politique étrangère de la Tunisie a connu des revers pour le moins inattendus. Ce pays s'est abstenu au vote au moment où le Maroc s'apprêtait à retourner à sa famille africaine. S'en est suivie une autre provocation, l'abstention de ce même pays au vote du Conseil de sécurité en octobre 2021, prorogeant le mandat de la MINURSO. On l'aura compris, les provocations se succèdent. Cette position intervient dans un contexte de crise que traverse aujourd'hui la Tunisie, une crise politique, sociale et économique d'ampleur. Et ces tensions sont instrumentalisées par l'Algérie. Le président algérien a même appelé il y a quelques semaines à voter en faveur de la nouvelle constitution proposée par Kais Saïd, ce qui est considéré comme une ingérence criante dans les affaires internes de la Tunisie. الدستور الذي طرحه قيس وهذا طبعا ما اعتبره الكثير من المراقبين أنه تدخل سافر في شؤون تونس. Un comportement en déphasage avec la réalité géopolitique, à l'heure où l'on voit de grands pays reconnaître la marocanité du Sahara et des ouvertures de consulats à Laayoune et Dakhla. En s'alignant sur la position des ennemis de l'intégrité territoriale du royaume,
Kais Saïed a perdu le Maroc et gagné la honte d'appartenir au club très restreint des fossoyeurs de l'unité et de la prospérité maghrébine et africaine. Le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe réagit à ce revirement. Dans un communiqué, Tayeb Bakouche a déclaré avoir conseillé la partie tunisienne de prendre une initiative de réconciliation suite à la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe dit assister avec regret et amertume à un autre rendez-vous manqué à l'occasion de la TICAD 8 et se dit surpris par la crise diplomatique entre le Maroc et la Tunisie. Pour un décryptage de ce tournant diplomatique régional, Jawad Kerdoudi, président de l'Institut marocain des relations internationales, nous rejoint en direct par Skype. Bonsoir, cet acte hostile de la Tunisie porte un coup dur au rêve maghrébin. Plusieurs voix au sein de la classe politique tunisienne se sont élevées contre la démarche provocatrice et franchement hostile de la présidence tunisienne. Que gagnerait le régime tunisien d'un hostile comportement à l'égard d'un pays frère et voisin ? Alors, pour comprendre le revirement du président tunisien Kais Saïed, il faut rappeler que, élu aux élections présidentielles du 15 septembre 2019, il se trouve dans une situation politique et économique désastreuse. Au niveau interne, il a suspendu tous les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Il a promulgué une nouvelle constitution qui lui donne tous les pouvoirs. Il a besoin de son voisin, l'Algérie, pour instaurer un régime autoritaire comme celui de l'Algérie et aussi, il faut le dire, pour se procurer les ressources financières dont il a grandement besoin. En effet, comme vous l'avez dit, plusieurs voix de la classe politique tunisienne se sont opposés à la décision impardonnable de Kais Saïed d'inviter et de recevoir en grande pompe le chef des séparatistes, Brahim Ghali, contre l'avis des Japonais. Certainement, cette décision lui a été dictée par les dirigeants algériens. Elle a été critiquée par plusieurs pays africains, dont le président sénégalais, qui est aussi président de l'Union africaine, et qui a regretté, bien sûr, l'absence du Maroc à cette réunion du TICAD. En conclusion, cette première question, c'est une décision absolument improductive pour la Tunisie et je pense qu'elle pourra faciliter les partis d'opposition tunisiens aux prochaines élections législatives. Justement, par cette décision, Monsieur Kerdoudi, le président tunisien se range du côté des partisans du séparatisme et du terrorisme dans une région où le royaume se positionne comme un acteur incontournable de stabilité. Quelles conséquences de cette décision unilatérale sur le bon voisinage et l'édification d'un Maghreb uni et sur les intérêts supérieurs du royaume finalement ? Alors tout d'abord, la décision du président Kais Saïed est un acte d'hostilité, il faut le dire, vis-à-vis de notre pays qui a toujours soutenu la Tunisie dans les pires moments de son histoire. Et on se rappelle de la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI à Tunis lorsque le pays vivait des moments de terrorisme extrêmement importants et qui ont beaucoup touché son tourisme. Et Sa Majesté est restée plus de 10 jours à Tunis pour cela. Donc, cette décision, malheureusement, est un coup fatal
pour l'Union maghrébine qui est déjà mal en point. L'Union maghrébine, vous savez, le Maroc, l'Algérie, vous savez dans quel état elle est, la Libye aussi, et maintenant la Tunisie. Donc, pour le moment, parce que personnellement, j'ai toujours milité pour l'Union maghrébine, je pense que les temps vont changer où cela pourra se faire. Monsieur Jawad Kerdoudi, président de l'Institut marocain des relations internationales, merci pour toutes ces précisions. Pour beaucoup de Marocains résidant à l'étranger, c'est déjà la fin des vacances au pays. Pressés par la scolarité de leurs enfants, ils sont nombreux à boucler leurs valises et rebrousser chemin vers les pays d'accueil. C'est donc le pic du trafic dans les points de transit du royaume. À l'aéroport international Mohammed V, la grosse affluence ce week-end de Fatna Tabout, Mohamed Larbi, Azizan Gmar et Maria Awad. Comme des airs de fourmilière à l'aéroport international Mohammed V de Casablanca. Tout est mis en œuvre pour faciliter et dans les meilleures conditions le retour de nos concitoyens marocains dans leur pays d'accueil. Non, sans un pincement au cœur. Ma fille ne voulait pas repartir, elle a beaucoup pleuré car elle voulait rester au Maroc. On a passé un excellent séjour. On a visité le Maroc, on a rencontré de nouvelles personnes et on s'est fait de nombreux amis. Principalement concentrés dans 10 pays, les Marocains résidant à l'étranger rejoignent pour la plupart la France, l'Espagne, l'Italie et les États-Unis. Fortement attachés à leur pays et à ses traditions, les vacances d'été apparaissent comme un ancrage nécessaire des Marocains pour leur pays d'origine. Notre voyage s'est bien passé. Le Maroc ne cesse d'évoluer, cela fait vraiment plaisir. Nous vivons à Orlando, en Floride, et nous allons prendre notre avion pour Miami. Nous avons amené nos enfants afin qu'ils puissent découvrir leur pays d'origine et parler l'arabe en famille. Fortement attachés au Maroc ainsi qu'à son identité culturelle, les Marocains du monde contribuent non seulement au développement de l'économie marocaine, mais contribuent aussi au rayonnement du pays à l'international. Et l'aéroport international de Casablanca sera désormais relié d'une ligne directe à Kuwait City. La compagnie Kuwait Airlines vient de lancer cette nouvelle liaison vers Casablanca. 2 vols hebdomadaires desserviront désormais ceux qui souhaitent voyager ou investir à Casablanca. Une nouvelle desserte pour les citoyens marocains résidant au Koweït désireux de se rendre dans leur royaume via une ligne directe. Le chantier de généralisation de l'assurance maladie obligatoire avance à grands pas. Pour le secteur de l'artisanat, 622 000 artisans ont pu être identifiés dans le registre national de l'artisanat. Parmi eux, près de 360 000 sont pré-immatriculés au niveau de la CNSS. Le registre national de l'artisanat lancé par le ministère de tutelle a pour vocation de recenser tous les acteurs de l'artisanat et permet à chaque artisan de bénéficier de l'assurance maladie obligatoire et des services d'allocation familiale, de retraite et d'indemnisation pour perte d'emploi. Vous souhaitez laver votre voiture, ce n'est plus si simple que vous pourriez le croire. À cause du stress hydrique, plusieurs communes interdisent depuis près d'un mois le lavage automobile en station ou dans les garages indépendants. Alors pour nettoyer la carrosserie de leur véhicule, les automobilistes s'orientent vers d'autres alternatives moins gourmandes en eau. Le lavage à sec, un nouveau service qu'on propose désormais à Casablanca. Pas besoin de grandes quantités d'eau pour nettoyer ce véhicule. À peine un demi-litre suffit pour mélanger les détergents. Si les équipements utilisés sont rudimentaires, le résultat est bien au rendez-vous. Dans cette entreprise de lavage automobile à sec à Casablanca, l'économie d'eau est un véritable credo.
Dans notre entreprise, nous économisons l'équivalent de 3 piscines olympiques par an, en comparaison avec une entreprise de lavage ordinaire. Chaque voiture nécessite entre 200 et 300 litres d'eau. Si on compte 5 à 6 voitures par jour, la somme d'eau économisée est conséquente. Chacun devrait faire de l'économie d'eau une priorité, que ce soit dans notre secteur, en agriculture, dans le tourisme ou dans d'autres domaines économiques. Ce concept a été importé il y a 15 ans par 3 Marocains résidant à l'étranger. La technique a, semble-t-il, le vent en poupe. De plus en plus de clients y adhèrent. Une vraie prise de conscience est en marche. Les 300 litres d'eau nécessaires pour laver une voiture peuvent subvenir aux besoins d'une famille en ville pour 10 ou 15 jours. 2 à 3 mois en milieu rural. Les gens de la campagne sont pleinement conscients de la préciosité de cette ressource vitale, alors qu'en ville, nous n'avons qu'à ouvrir le robinet pour avoir de l'eau. Le vrai problème est le gaspillage. Dans le contexte de pénurie d'eau que traverse notre pays, certaines villes ont procédé à la fermeture des lavages automobiles traditionnels. Le lavage à sec peut donc constituer une excellente alternative à la fois pour les professionnels et pour nos citoyens, afin de préserver les ressources hydriques. Et on enchaîne avec la météo et cette instabilité qui persiste. Pas d'accalmie en vue pour demain. Le ciel restera humide avec des averses orageuses ou localement fortes qui s'inviteront à Driouch, Gersif, Taourirt, Nador, Qibn Salah, Khouribga, Bnimlal, Zilal, Qlat Sragnar, Hamna, El Haouz, Chichawa, Marrakech, Ouarzazat et Taroudan. Des conditions presque identiques demain à Aousserd et Ouaddahab où sont attendues des averses orageuses allant de 30 à 45 mm. Et seront accompagnés localement par de la grêle. Le vent soufflera assez fort dans ces régions. Et je vous laisse apprécier ces images qui viennent de nous parvenir. La province d'Ifrane arrosée par des trombes d'eau, des pluies orageuses, pour le plus grand bonheur des agriculteurs de la région. Puis place à notre escale culturelle ce soir et cap sur la cité du Détroit où l'offre muséale s'étoffe avec une nouvelle adresse, des artistes et toutes sortes de créateurs. Je vous parle du musée Dar Niaba. Le bâtiment recèle une part importante de l'histoire diplomatique du royaume. Il fut la résidence de Naïb Sultan ou ministre des Affaires étrangères au Maroc du 19e siècle. La restauration de cet édifice s'inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation de l'ancienne médina de Tanger. Visite guidée en compagnie d'Anissa Boumhadi, Saïd Najah et Iman Ablou. Bienvenue à Dar Niaba, la bienheureuse, comme on l'appelait autrefois du temps où Tanger fut la capitale diplomatique du royaume chérifien. L'espace a vécu plusieurs vies. Aujourd'hui, il renaît de ses cendres et retrouve une nouvelle vie, cette fois en tant que musée après sa réhabilitation. La nouvelle configuration respire l'histoire, une mémoire qui habite ce site, situé au cœur de la médina tangéroise. Tanger était la capitale diplomatique du Maroc depuis le règne du sultan Moulay Slimane. Ce bâtiment revêt une importance historique. Il est témoin de la signature de plusieurs accords et traités à diverses époques. Les négociations qui ont précédé la conclusion de l'accord d'Algésiras en 1906 ont pris place ici, à Dar Niaba. L'espace constitue un élément unique de la mémoire administrative et diplomatique du royaume. Une mémoire qui sera désormais couplée à des créations d'artistes de tous les horizons. Plusieurs disciplines artistiques élisent domicile dans ce bâtiment, photographie, sculpture, peinture, avec une fenêtre grande ouverte sur des archives inédites et bien d'autres curiosités.
L'édifice est à la fois un site historique et un espace d'exposition polyvalent. Depuis sa création, il a abrité la direction des douanes, puis le siège du consulat de France, avant d'être à nouveau rattaché à l'administration marocaine et devenir enfin le musée qu'il est aujourd'hui. Un joyau patrimonial de premier ordre, un témoin d'histoire qui trône parmi les principaux bâtiments historiques de la cité du Détroit, résolument tourné vers le renouveau et la création. Et c'était l'escale de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information à 21h avec le journal Raïsia. Très belle soirée à tous sur Al-Oula.